D'entrée de jeu, nous allons demander au Sénégal la situation, la recherche des solutions. Fait de cette journée, fait de une véritable... Monsieur le Président élu de la République démocratique du Congo, Madame la Vice-présidente, Monsieur le Secrétaire général, honorables, distingués cadres du parti, bonjour. Je viens parler essentiellement de la situation sécuritaire en Ituri. Comme je l'ai dit l'autre fois, le constat malheureux c'est que avec ce qui se passe au Nord Kivu, la guerre du M23, toute l'attention de la nation est actuellement au Nord Kivu, fixée sur le M23. Les sièges, les violences ont quitté Djougou et Iromo. Ils sont dans plus de 4 territoires aujourd'hui, y compris dans la ville de Bunia. Il y a eu naissance de nouveaux groupes armés sous état de siège. Non seulement que l'état de siège qui nous avait fait croire qu'il venait combattre les groupes armés, l'état de siège n'a combattu aucun groupe armé. L'état de siège n'a lancé presque aucune opération militaire pendant 20 mois qu'ils sont là-bas. Et il y a naissance de nouveaux groupes armés. On en avait déjà une dizaine. 2 groupes armés sont nés sous état de siège. L'état de siège n'a anéanti aucun groupe armé. Plutôt, sous état de siège, on a vu naître de nouveaux groupes armés. Je vous donne le cas du dernier groupe armé qui a fait son apparition publique en pleine ville de Bunia. C'était le 22 décembre dernier. Le groupe s'appelle Mouvement d'autodéfense populaire de l'Ituri. Il a fait sa sortie officielle le 22 décembre dernier en ville de Bunia, là où siègent les généraux, gouverneurs militaires de l'état de siège. C'est ce qui nous amène, comme je vous ai toujours dit, que les militaires qu'on a envoyés là-bas n'ont pas besoin que la situation s'arrête. Ils ont plutôt besoin que la situation s'empire pour qu'ils continuent à diriger l'Ituri. Ils ont mis la main sur les mines, ils entretiennent la fraude douanière et ils ont mis la main sur les recettes de la province. Ils n'ont plus besoin que ça s'arrête, ils ont plutôt besoin que ça s'empire et qu'ils continuent, eux, à rester là-bas à s'enrichir. Sinon, vous ne pouvez pas m'expliquer qu'un groupe armé fasse sa déclaration devant la presse, en pleine ville de Bunia, où il y a tous les services de sécurité, et ils n'ont arrêté personne. C'est-à-dire, les gens de l'état de siège sont derrière. Vous ne pouvez pas comme ça venir, même ici à Kinshasa, vous appelez la presse, vous dites j'ai créé un groupe armé qui s'appelle Mouvement d'autodéfense populaire de l'Ituri, sans qu'il y ait un service qui vous interpelle. Ça s'est fait le 22 décembre dernier en pleine ville de Bunia et sous la barbe de l'état de siège. Et pour nous, c'est l'état de siège qui est derrière tous ces gens qui créent de nouveaux groupes armés. Alors, méfiez-vous, comme j'ai toujours dit, de la vaste campagne médiatique mensongère mise en place par les autorités militaires de l'état de siège. Lorsque vous regardez les images qu'ils envoient ici à Kinshasa, ils vous disent qu'ils ont ouvert les routes, ils vous disent qu'ils ont récupéré, je ne sais pas, 1000 villages, ils vous disent qu'ils ont stabilisé la situation. Je voudrais aller point par point. Route. À travers l'Ituri, nous avons 2 routes nationales. La route nationale numéro 4 qui va de Beni à Kisangani en passant par l'Ituri, et la route nationale numéro 27 qui quitte la RM4 et va à Mahagi, à la frontière ougandaise. Ces 2 routes sont aujourd'hui non seulement impraticables alors qu'elles étaient praticables, insécurisées totalement. La RM4 est aujourd'hui contrôlée sur une distance de plus de 300 km par les ADF, alors qu'il n'y était pas avant l'état de siège. Les ADF ont quitté Luna à la frontière avec le Nord Kivu. Ils sont aujourd'hui à la porte de Mambasa Centre. C'est plus de 300 km et les ADF ont rasé tous les villages dans cette route-là de 300 km. Ils ont rasé tout, ils ont incendié tout ce qu'ils ont trouvé sous la barbe de l'armée ougandaise qui est là-bas et de l'état
des sièges. Alors, quelles sont ces routes qui disent qu'ils ont ouvert? Les routes provinciales, totalement délabrées. Aucune route d'intérêt provincial n'est praticable encore. Parce que les militaires qui sont là-bas, ils ne s'occupent pas des routes. Ils ne s'occupent pas du développement. La voirie urbaine de Bunia, sous l'administration des civils, le gouvernement provincial civil, moi j'ai travaillé avec le gouverneur Bamanissa, on avait négocié une taxe additionnelle sur la consommation de produits pétroliers avec la FEC. Carburant doit payer $1000 dans le cadre de cette taxe. Les gens ici continuent à percevoir cette taxe, mais le projet est à l'arrêt. Aucun kilomètre asphalté en 20 mois, alors qu'ils perçoivent $1000 par camion qui entre. Nous ne savons pas où va l'argent. Même la voirie à Bunia aujourd'hui, dans le centre-ville de Bunia, les véhicules sont embourbés. Il y a des bourbiers qui se sont créés dans la ville. Et le monsieur qui est là, qui s'appelle gouverneur militaire, il ne peut même pas intervenir, ne serait-ce que pour déboucher les bourbiers qui se sont créés dans la ville. Ils disent qu'ils auraient récupéré des villages. Ok, si c'était vrai qu'ils ont récupéré des villages jadis occupés par les groupes armés, ça signifie que les déplacés qui avaient fui ces villages devaient rentrer dans leur village. Aucun déplacé n'est rentré dans son village. Aucun. Nous avons plus de 60 sites de déplacés à travers la province. Aucun site n'a été fermé. Alors, quels sont ces villages qu'ils auraient récupérés et stabilisés? Parce que si c'était vrai, il y a des villages stabilisés, ça va de soi. Les déplacés devaient rentrer. Aucun déplacé n'est rentré, aucun site n'a été fermé. Les 60 sites sont là-bas, d'ailleurs, ils s'ajoutent. Donc, c'est une campagne médiatique mensongère pour faire croire à l'opinion ici qu'ils travaillent, alors que la situation est tout simplement chaotique. Alors, implication des militaires dans l'exploitation illicite de l'or. Ça s'est accru sous l'état de siège. J'ai donné l'autre fois l'exemple de la localité de Nyanya dans le territoire de Mambasa, où un habitant a découvert de l'or, un gisement d'or dans sa concession. Et quand il a découvert, il a commencé à exploiter avec d'autres villageois. Et ça produisait, il paraît, ça quittait l'or, ça sortait beaucoup de l'or. Lorsque M. Luboya Kachama, général Luboya Kachama, a appris cela, lui qui aime l'or, lui qui est vraiment accro à l'or, il a envoyé la justice militaire, sa justice militaire qui est sous ses ordres, pour qu'ils aillent arrêter les travaux là-bas. La justice militaire est venue, ils ont pillé tout ce qu'ils ont trouvé entre les mains des villageois là-bas. On parle de plus de 20 kilos d'or qui ont disparu ce jour-là. Et ils ont fait venir, y compris des gens qui se présentent comme étant de la famille biologique de M. Tshisekedi. Ils ont pris des militaires de la garde républicaine, ni hôpital, ni école, ni route, ni rien. M. Tshisekedi, je vous rappelle, n'a jamais construit même une toilette en Ituri depuis 4 ans pour le compte de M. Luboya et des gens qui se présentent comme appartenant à la famille biologique de M. Tshisekedi. Donc, je vous ai dit l'autre fois que plusieurs sociétés chinoises sont arrivées là-bas, nous ne savons pas venant d'où, sous l'état de siège. Et toutes ces sociétés sont gardées par des militaires de l'armée loyaliste. La conséquence, c'est que les militaires qui devaient être affectés à la sécurité des habitants, de la population, sont vendus aux Chinois en échange de l'or. Et les villageois se font tuer tous les jours. Il n'y a pas d'effectifs pour les sécuriser. Alors, donc je disais aussi que qu'il n'y a aucun projet de développement mené en Ituri depuis 20 mois. Vous imaginez, vous prenez une province, vous la confiez entre les mains d'un individu, un seul individu, le gouverneur militaire. Pas d'assemblée pour le contrôler, pas de gouvernement provincial pour l'aider, un seul individu comme ça. Il gère toute une province, il gère la politique, il gère l'administration, il gère tout. Et puis il dit qu'il est même coordonnateur des opérations militaires. Vous vous imaginez? Donc la conséquence c'est qu'il fait ce qu'il veut comme un roi. L'état de siège, selon
selon la logique de notre constitution, c'est une période courte, exceptionnelle et courte qui ne doit pas durer. Nous sommes à plus de 20 mois. Le baromètre sécuritaire du Kivu, c'est une structure basée au nord, à Goma, qui est financée, je crois, par GEC, le groupe d'études sur le Congo, qui fait le décompte macabre. Nous sommes à plus de 4000 morts depuis que cet état de siège a commencé. Ça a échoué lamentablement. Même si on le maintenait pendant 10 ans, ça a échoué. Alors pourquoi, combien de morts M. Tshisekedi veut pour qu'ils comprennent que son état de siège-là a totalement échoué? Je voudrais ici féliciter le président élu, Martin Fayulu, le docteur Mukwege, notre prix Nobel, l'ancien premier ministre Matata Ponyo, qui dans leur déclaration ne sont pas passés par le dos de la cuillère pour exiger immédiatement la fin de cette histoire d'état de siège. Et nous voudrons dire à M. Tshisekedi que chaque fois qu'on lui demande de lever l'état de siège, il dit non, il faut faire une table ronde avant, une table ronde pour discuter de... Non, la Constitution ne dit pas que pour lever l'état de siège, il faut faire une réunion, il faut faire une table ronde. Non, la Constitution dit le Parlement doit seulement arrêter de proroger l'état de siège et ça s'arrête. Lorsqu'il avait proclamé, il n'y a aucun Iturien qui lui avait demandé un état de siège. Il n'y a personne du Nord Kivu qui avait demandé l'état de siège. On n'a jamais fait une réunion. Mais quand on lui demande le lever, non, on doit d'abord faire une table ronde. Quelle table ronde? Je vais finir par comme je vous disais, la ville de Bunia n'est pas en sécurité. L'état de siège, comme je vous ai dit, n'a jamais mené une seule opération contre le groupe armé. Ils sont venus avec des discours qu'ils viennent éradiquer les groupes armés, ils vont mener de grandes opérations, c'est ce que nous tous on a attendu, on n'a rien vu. Alors, au contraire, ils ont commencé à négocier avec les groupes armés. Les groupes armés, quand ils ont compris que les gens là, ils ne les combattent pas, ben, ils ont trouvé une stratégie pour les endormir. Ils ont dit d'accord, on va signer des actes d'engagement à cesser les hostilités. Ils sont même allés dans des histoires de Nairobi, 1, 2, 3. Mais nous comptons qu'il y a des morts. Même quand ils sont à Nairobi, il y a des morts. Alors, l'état de siège passe toutes ces journées à faire des réunions avec les leaders des groupes armés, les leaders de Codeco, les leaders de Tchina Kilima, les leaders de FRPI, les leaders de Zaïre. Mais nous, on ne fait que compter des morts. Et les groupes armés ne font que étendre leur zone. Parce que derrière tout ça, j'ai fini par là, c'est l'or de l'Ituri. Tous ces groupes armés se battent pour le contrôle des sites miniers. Je voudrais ici vous rappeler qu'il n'y a aucun comptoir d'achat agréé d'or à Bunia. Aucun comptoir d'achat d'or agréé. Aucun à travers la province. Alors que les chiffres que moi j'ai appris des services miniers, l'Ituri produit plus de 600 kilos d'or par mois. Et tous ces 600 kilos d'or partent par la fraude en Ouganda. 600 kilos d'or. Je viens de vous dire, il y a tout ça des sociétés chinoises. Il y a à Mungwalu plus de 22 000 trésors artisanaux d'or qui vivent de l'exploitation de l'or à Mungwalu. C'est vraiment une cité de l'or, Mungwalu. Et tout cet or-là, personne ne sait où est-ce que ça va. C'est pas tracé, aucun comptoir d'achat agréé, tout passe par la fraude en Ouganda. Alors, comment vous pouvez rêver dans cette condition que l'Ouganda veuille à ce que l'Ituri retrouve la paix? L'Ouganda ne le voudra jamais. Parce qu'il y a des raffineries d'or en Ouganda. Vous avez suivi, je crois, un millionnaire ou un milliardaire belge qui a des raffineries en Ouganda qui a été sanctionné par les trésors les États-Unis. Donc c'est ça, tout l'or de l'Ituri passe par là. Il faut absolument un comptoir d'achat agréé d'or à Bunia. Il faut faire en sorte que l'or soit tracé, qu'on sache qui vend où et comment. C'est, je crois, par là que je veux finir en réitérant notre demande, la demande de toute la population de l'Ituri. Nous ne pouvons pas avoir la paix avec l'état de siège. Parce que les militaires qu'on a envoyés là-bas, ils ne voudront jamais quitter. Ils n'ont plus besoin de quitter. Ils ont appris le goût du pouvoir politique. C'était une erreur
d'avoir mêlé les militaires à la gestion des provinces. Il faut permettre aux militaires de retourner dans leur caserne. Et lorsque nous disons que nous demandons le départ de l'état de siège, nous ne disons pas le départ de l'armée. C'est deux choses différentes. L'armée a toujours été là, l'armée sera toujours là. Nous n'avons jamais dit qu'on doit faire partir l'armée de l'Ituri, non. Mais l'état de siège, on doit enlever les militaires dans les bureaux de l'État. On a un gouverneur militaire, un maire de ville militaire, des administrateurs militaires, des bourgmestres militaires. Mais comment on a des tueries tous les jours? Ça ne s'explique pas. C'est que ces gens se sont entendus pour ne rien faire, pour accompagner le chaos, pour se rendre, pour justifier un maintien indéfini de leur état de siège. Dans l'entretemps, ils prennent la province en otage eux seuls, sans aucune assemblée provinciale pour les contrôler, sans aucun gouvernement provincial secteur pour que des ministères sectoriels travaillent. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toutes les routes sont délabrées. Tout est chaos, tout est par terre. Mais eux, ils perçoivent quand même des taxes tous les jours et nous ne savons pas où est-ce que ça va. Voilà, merci beaucoup. Je crois que nous avons tous suivi le tableau sécuritaire tel que peint par notre camarade Luc Malem. Je viens de Béni. J'ai un passé politique depuis les années 1982 à travers l'époque de création des partis politiques jusqu'à aujourd'hui. Je peux vous rassurer que je suis le vôtre, mais que j'ai été aussi de ceux-là qui ont géré Béni pendant les moments difficiles de la rébellion, où j'étais comme vice-gouverneur en charge de l'administration avant d'être député dans le Parlement de E+4. J'ai suivi l'exposé des camarades en rapport avec les situations difficiles que traversent nos populations. Et je voudrais parler spécialement de Bunia, parce que M. Abner a parlé de Goma. J'aurais pu aussi parler de Rutshuru parce que j'ai grandi à Rutshuru, mais je vais me limiter à Béni où je suis. En fait, je me résume par une question. Quand on monte une méthodologie ou bien un projet qui ne réussit pas, à quoi ça sert de le maintenir? Parce que nous avons maintes fois demandé à nos représentants au Parlement de fournir un effort pour qu'on mette fin à ce fameux état de siège. Vous vous souviendrez que le phénomène ADF était concentré avant l'état de siège, était concentré aux environs de Béni, dans un endroit, une contrée agricole qu'on appelle Eringeti. C'est sur la RN 4. Disons entre Bunia, entre Komanda, Bunia, Itu, Irumu et le territoire de Béni. Ça fait des années là-bas. Et dans la chefferie de Rwenzori, secteur de Rwenzori, parce que c'est un secteur, les cas des assassinats étaient très rares. Là, vous pouvez encore se sentir un peu à l'aise. Mais avec l'état de siège, les assassinats se sont élargis vers le nord, donc dans le territoire de Irumu, en province de l'Ituri. Ça continue là-bas jusqu'à bloquer le passage jusqu'à Komanda, laissant les routes qu'on appelle les routes qui fait Béni, Mangina, pour arriver à Mambas. Là, on ne croyait même pas que les ADF pouvaient arriver là-bas. Mais malheureusement, la route RN4 est bloquée. Ils sont allés aussi, ils ont progressé jusqu'à cette autre route-là. Et ce qui est curieux,
la population étant le mieux située pour donner des informations à nos services de sécurité, les populations disent voici là où se trouvent ces gens dans la brousse, avec des pistes bien documentées. Les autorités militaires informées, ils n'ont aucun souci de chercher à aller déloger ces gens. Et nous nous posons la question, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a? Donc ces assassins-là circulent et opèrent en toute liberté. Effectivement, comme on venait de le dire, nous avons pensé qu'avec l'état de siège, c'est une force qui va déstabiliser ces gens. Mais ce que nous avons constaté, c'est plutôt la négociation avec les forces négatives. Et plus qu'il y a encore, s'agissant des territoires de Beni Lubero, quand l'armée apprend un groupe de Maïmaï, c'est là qu'on part opérer. Les militaires ne tardent pas à aller s'attaquer à ces Maïmaï-là. Mais quand ce sont les armes qui ont tué les gens, ils disent voici, ils se reposent de telle part. Aucune opération. Nous croyons que si le président maîtrisait la situation, je parle du chef de l'État, qui sait que il ferait mieux de responsabiliser les militaires dans leur domaine d'intervention et laisser l'administration de la territoriale aux citoyens, disons aux civils, parce que ce qu'il a pensé faire l'état de siège, en tout cas chez nous, nous disons même que on aurait pu laisser les ADF tranquilles, qu'ils opèrent comme ils veulent, que de faire un état de siège qui va plutôt permettre à ces gens-là de s'élargir dans d'autres endroits qui étaient plus ou moins stables. Merci. Nous allons prendre une dernière question et puis on va donner le micro. Bonsoir mes chers camarades. Bonsoir Président, bonsoir Luc. Merci pour ton exposé. Donc moi je suis Bayamou Sampa, secrétaire exécutif adjoint de SID France. Et je suis en court séjour à Kinshasa pour une semaine. J'ai simplement un petit complément d'information à vous apporter concernant l'exploitation illicite de l'or de l'Ituri par l'Ouganda. Moi j'ai analysé les données d'exportation de l'Ouganda et j'ai été scandalisé par ce que j'ai appris. La quantité d'or, la valeur de l'or exportée par l'Ouganda en 2020 a plus que doublé par rapport à celle de 2018. On est passé de 1,6 milliard en 2018 à 3,5 milliards en 2020. Alors que dans le même laps de temps, la valeur de l'or n'a pris que 50%. Cela veut dire que le projet de balkanisation de notre pays n'est pas une vue de notre esprit. C'est un projet véritable et malheureusement, je pense que nous sommes arrivés dans sa phase finale, dans sa phase de concrétisation. Voilà tout ce que je voulais apporter comme information. Je suis Valérie Mpoyi, secrétaire national en charge de la formation idéologique. J'ai une question, peut-être deux, mais avant ça, je vais faire une observation. Au regard de toutes les explications que nous avons suivies depuis, je viens d'introduire un vocabulaire dans tout ça, le cycle de Nairobi. Nous sommes arrivés au cycle de Nairobi, c'est-à-dire là où ils avaient commencé, c'est là où nous sommes. Ils ont commencé par un accord à Nairobi qui réunissait le Rwanda, l'Ouganda, ainsi de suite. C'était d'abord pour avoir des ambassadeurs, donc le gouvernement Tshisekedi ici. Après avoir opéré, maintenant, avec les accords de Nairobi et de Rwanda, ils se retrouvent maintenant ensemble physiquement par personne interposée à l'Est. Ce sera le problème. Vous constaterez, je prends l'exemple de la fois passée, Joseph Kabila dans sa pratique, il a toujours placé devant un figurant, un communicateur, comme il avait fait avec Corneille Nangaa, et le véritable technicien est en bas. Aujourd'hui, le véritable leader, c'est Museveni, Kagame, et ils ont trouvé un communicateur qui s'appelle Félix Tshilombo. Merci.
Et là, il a des fausses similitudes, des fausses analogies, ainsi de suite. Il endort la population. Là, j'ai fini avec mon vocabulaire du cycle de Nairobi. Maintenant, camarade Lick, vous nous avez appris autrefois que la plupart de tous ces conflits commencent au site Kivu et puis ils remontent. Je voudrais que vous puissiez nous expliquer cette coïncidence, pourquoi généralement ça commence au site Kivu et ensuite ça monte vers le nord Kivu et l'Ituri. Une autre question, partant toujours des explications, vous nous avez donné autrefois une différence entre les conflits au nord Kivu et les conflits en Ituri. Vous avez dit qu'au nord Kivu, ce sont des groupes armés, tandis qu'en Ituri, ce sont des conflits communautaires. Aujourd'hui, vous nous dites que le plus grand handicap, c'est l'état de siège. Je suis d'accord avec vous, mais je considère cela comme une première solution. Parce qu'avant l'état de siège, il y avait ces groupes armés, et c'est à cause même d'eux qu'on est arrivé à l'état de siège. J'aimerais maintenant que vous puissiez nous expliquer, au cas où l'état de siège était dissous, quelle solution par dialogue trouvez-vous efficace par rapport à tous ces groupes armés, d'autant plus que nous avons connu un dialogue une fois qui a échoué. Dernièrement, j'ai appris à Gematembo était là-bas, mais ça ne tient toujours pas. Merci beaucoup, camarades, pour vos questions intéressantes. La première, on m'a demandé quel rapport le camarade Yves entre élection et sécurité. Beaucoup de gens disent, bon, nous voulons aller aux élections, mais est-ce que ça va se passer au nord Kivu, en Ituri? Comment ça va se passer? Alors, évidemment, c'est une question intéressante et puis c'est une préoccupation. Aujourd'hui, pour l'Ituri, le territoire de Djougou est presque vidé de sa population. Qui est, je vous ai parlé de 60 sites déplacés. En majorité, c'est des populations de Djougou. Ils sont soit à Bouna, soit à Mahagi voisin. Et c'est une situation vraiment préoccupante. Djougou, c'est l'un des territoires les plus peuplés au Congo. Djougou, c'est 9 sièges à l'Assemblée nationale. Et c'est une population estimée à plus de 2 millions d'habitants. Donc, c'est une question évidemment. Les gens ici, les régimes ici, ils sont en train de dire qu'ils sont prêts à organiser les élections. Mais ils ne nous disent rien sur ces questions-là. Il n'y a pas que l'Ituri, il n'y a pas que le Nord Kivu, il y a Kwamout. Vous avez vu, ils ont même reporté le début d'un roman d'électeurs à Kwamout. Parce que justement, il y a un problème. Ils ne nous disent rien, ils ne sont là qu'à chanter, on est prêt à organiser les élections. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment à Bunagana on va voter? Comment à Kishiche on va voter? Comment d'abord on va s'enrôler? Et puis est-ce qu'on va s'enrôler sous état de siège? Donc c'est toutes ces questions qui ne nous disent pas. Je ne peux pas vous dire ici que la situation est facile, que comme ça, facilement comme une baguette magique. Si les élections ont lieu aujourd'hui, on va y aller, je ne peux pas vous le tromper. Non, c'est une question délicate. Il faut régler cette question avant les élections. Sinon, comment on va y aller? Donc, c'est une responsabilité de ce régime ici qui a créé le gros de cette insécurité. Je suis d'accord qu'avant l'arrivée de M. Tshisekedi, il y avait déjà des petits problèmes en Ituri, mais il les a aggravés. Et il doit les régler avant qu'on aille aux élections, sinon il ne faut pas nous parler des élections. Comment on va y aller? Comment on va s'enrôler? Comment on va faire? Les gens là de Djougou qui sont à Bouna, comment ils vont faire? Ils doivent s'enrôler chez eux. Sinon Djougou va être sous-représenté. Il ne peut pas accepter ça. Donc c'est une question vraiment sur laquelle ce régime doit nous dire comment on va faire. Ils ne font que chanter, on va aux élections. Ok, nous sommes prêts. Mais comment on va y aller? Ils doivent nous expliquer la question sécurité, comment ils vont la régler. Et s'ils ne sont pas capables, qu'ils dégagent. Qu'ils dégagent, on va trouver une autre solution parce que, franchement, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Je crois que Tshisekedi n'a plus rien à donner, à part dégager. Il n'a plus rien à donner, à part commencer, comme mon ami Valérie a dit, du verbiage maintenant mensonger. De commencer à dire que Bunagana, il a dit à l'Équateur ici que les M23 se sont retirés de Kibumba.
sans nous dire où est-ce qu'ils vont, comme si lui il a gagné. Voilà. Deuxième question. Pourquoi les M23 ne va pas à Goma? Je crois qu'il appartiendra. Attendez mon camarade Abner, on va peut-être vous donner pour y répondre. Alors, il y a l'honorable qui a dit une décision qui ne réussit pas. Pourquoi la maintenir? Pourquoi on maintient l'état de siège alors qu'il a aggravé la situation, surtout la situation des ADF? Je crois que la réponse est simple. On a demandé le bilan de l'état de siège à M. Tshisekedi lors de son intervention sur France 24 et RFI à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU. Il a dit que le bilan est positif parce que l'état de siège a fait gonfler les recettes de l'État dans ces deux provinces. Donc vous avez votre réponse. Pour lui, c'est l'argent, c'est le minerai, c'est l'or, et pas les morts. Il ne faut pas les morts, ce n'est pas son affaire. Même si les populations de l'Ituri et du Nord Kivu doivent être exterminées, tant que lui, ça lui procure de l'argent, ça marche. C'est quelle méchanceté ça? On est à plus de 4000 morts et monsieur ne trouve rien d'autre à nous dire que ça, l'état de siège aurait augmenté de l'argent dans les recettes. D'abord, je viens de vous démontrer que toutes les routes sont délabrées. Où est cet argent? Si l'état de siège a augmenté l'argent, pourquoi la RN27 est en train de disparaître? Pourquoi la RN4? C'est une route de la mort. Toutes les routes de la province, il n'y a plus, tout est délabré, coupé. Donc, nous comprenons que les recettes, la fraude douanière qui est en train d'être entretenue par l'état de siège, les mines, tout ça, c'est partagé entre les gens là de l'état de siège et ceux qui les ont nommés, qui sont ici à Kinshasa. Donc, vous avez votre réponse. Son problème n'est pas la sécurité, son problème c'est l'argent. Comme vous le savez, samedi, dimanche, lundi, aujourd'hui, mardi, ça fait 4 jours. Et pendant les 4 jours, rien ne marche. Depuis le samedi 24 jusqu'aujourd'hui, mardi 27, les centres d'enrôlement ne sont pas encore équipés de machines. Et là où il y en a, les machines sont soit en panne, soit les opérateurs qui sont commis au travail n'ont pas de compétences nécessaires en rapport avec l'utilisation de ces machines. Et les quelques opérateurs qui essaient de faire le travail, il y a une lenteur qu'on ne sait pas expliquer. En moyenne, 12 à 15 personnes par jour. Et lorsque vous regardez la manière dont les choses se déroulent, on est en train de nous amener à nous fatiguer. Nous fatiguer pour abandonner. La plupart des mamans, la plupart des papas d'un certain âge, qui sont partis samedi, dimanche, hier lundi, nous les entendons dire, si ça continue comme ça, nous n'irons plus nous enrôler. Et c'est ça l'objectif. C'est exactement ce que notre camarade Mwanamboka Blair vient de nous dire de ce qui se passe à Goma. On vous encercle, on vous asphyxie et on vous pousse à accepter l'inacceptable. Et ils vont justifier que ce n'est pas de leur faute, c'est la population qui a demandé. Et cher Banamboka, rappelez-vous de la résolution numéro 30 de notre congrès. Si par aventure, une personne ou un groupe de personnes arrive encore une fois à confisquer la volonté, la souveraineté du peuple exprimée dans les urnes, nous n'aurons pas d'autre choix que celui de descendre dans
toutes les rues de réclamer la victoire, notre victoire, comme le font tous les peuples à travers le monde. Cette résolution, chers camarades, chers Vanamboka, j'ai dit que c'est maintenant ou à jamais. Comment allons-nous reconquérir la victoire du peuple qui a été volée si on ne s'enrôle pas? Comment allons-nous le faire? Voilà pourquoi aujourd'hui, le président élu, le commandant du peuple Martin Fayulu a montré l'exemple. Il s'est enrôlé et il a obtenu sa carte. C'est un exemple que chacun de nous doit suivre. Et tous ceux qui pouvaient avoir des doutes sur les opérations d'enrôlement doivent aujourd'hui s'engager dans la mobilisation, la sensibilisation. Commençons par nos propres maisons, nos femmes et nos maris, nos enfants, dans les quartiers où nous sommes, nos cellules, nos sous-sections, nos sections, toutes les provinces. Nous devons dès demain inonder les bureaux d'inscription, les bureaux d'enrôlement. Lorsque ces gens sont en train de tourner le pouce, et ils sont là, ils disent que les gens ne viennent pas. Vous allez voir, dans un mois, comme prévu, ils ferment les bureaux pour dire qu'ils ont terminé, parce que les gens ne viennent plus, et Kinshasa va enrôler moins de 2 millions de personnes. Et ça sera la catastrophe. Voilà pourquoi, chers amis, chers camarades, chers Banamboka, la victoire à l'élection présidentielle de 2023, aux élections législatives nationales, provinciales, voire municipales, cette victoire, c'est aujourd'hui qu'elle se joue. C'est maintenant que tout se prépare. Demain, si on ne s'enrôle pas massivement, vous allez faire les meetings, vous allez faire les matinées politiques des personnes qui ne possèdent pas de carte d'électeur. C'est gaspillage, c'est passe-temps. Parce qu'il ne pourra voter que celui qui a sa carte. Je termine par vous exhorter. Nous devons nous mobiliser. Hier, nous étions en réunion ici. L'ensemble des sectionnaires, sous-sectionnaires, on était plus de 60 personnes. Mais il n'y avait que 2 personnes, il y a une personne qui avait la carte, qui avait sa carte. Vous voyez que ce n'est pas normal. Faisons un effort. Cher Banamboka, engageons-nous. Mais pourquoi nous devons continuer à faire la politique? À venir ici, à chanter la récupération de notre victoire, si on n'a pas la carte d'électeur, notre arme. Nous ne sommes pas un groupe armé. Nous ne sommes pas des rebelles. Nous sommes des citoyens. Et notre arme, demain, pour chasser M. Chilombo, notre arme la plus redoutable, c'est notre carte d'électeur. Si vous n'avez pas la carte d'électeur, vous pouvez crier n'importe comment. Vous êtes comme un militaire sans armes. Voilà, chers amis, chers camarades, chers Banamboka, membres du bureau national, mobilisons-nous. Mobilisons-nous. Dès demain, partout où nous sommes, toutes les structures du parti, les places de résistance, la Ligue de jeunes, l'action des femmes de l'ECD, le bureau d'études, le secrétariat exécutif provincial, sur l'ensemble de la première ère d'enrôlement, nous devons dès demain nous mobiliser massivement, non seulement pour nous enrôler nous-mêmes, mais aussi et surtout pour faire enrôler
la population. Je vous remercie. Ce que le secrétaire général vient de nous dire. Ici à Kinshasa, comme à l'intérieur, il y a des situations d'anomalies qui sont enregistrées autour de l'organisation de l'enrôlement. Prenons le cas de Kinshasa. Dans le district de Tchang, samedi, il n'y a pas eu de bureau ouvert pour l'enrôlement. Toutes nos équipes ont sillonné pour constater que partout où il y a eu bureau, soi-disant, il n'y a eu aucune activité. Dans les Moamba, tout le monde était encore dans ce qu'on a appelé bureau de référence. À Matete, c'était à Maïndombe. Pour les communes de Matete et de Kisenso, Nous prions que ton sang précise. Pour la dignité du peuple congolais, pour un Congo fort et prospère. Avec SID. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Congo et Congo. Congo.